Le cours de Monsieur Peigné. Dans les résumés précédents, on a vu ce qu'était une intégrale et on a vu une méthode de calcul d'intégrale qui est l'intégration par partie et qui nous permet de calculer certaines intégrales sans connaître forcément de primitives de l'intégrande. Ici, on va comprendre en quoi l'intégrale peut nous permettre de déterminer certaines primitives et voir quelques propriétés de l'intégrale, notamment relatives aux inégalités. Cette première proposition nous permet de voir comment est-ce qu'on peut trouver des primitives à l'aide de l'intégrale, puisque lorsqu'on a une fonction f qui est continue, et qu'on a a appartenant à i, si on considère la fonction grand f qui va de i dans R et qui a petit x associe l'intégrale de a à x de f de t dt, alors grand f est une primitive de petit f. En particulier, c'est la primitive de petit f qui s'annule en a. Il est assez simple de se convaincre que grand f est une primitive de petit f, puisque si je prends grand G une primitive de petit f, alors par définition, j'ai cette égalité. Et en dérivant cela comme grand G est une primitive de petit f, j'obtiens petit f. A priori, pour déterminer cette intégrale, il va nous falloir connaître une primitive de petit f. Et donc cette proposition semble dire que si on connaît une primitive de petit f, alors on peut construire une primitive de petit f. En fait non, parce qu'on a d'autres moyens que de connaître une primitive de l'intégrande pour déterminer des intégrales, notamment l'intégration par partie, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain exemple. Dans cet exemple, on cherche à déterminer une primitive du logarithme. Alors on ne va pas chercher n'importe quelle primitive du logarithme, mais celle qui s'annule en 1. On fixe donc x appartenant à R plus étoile, et on essaie de déterminer l'intégrale de 1 à x de ln de t dt. Ici, on va faire une intégration par partie, et on va ruser un tout petit peu, puisqu'ici, on ne reconnaît pas un produit, mais quitte à rajouter un 1 fois, eh bien, on a bien l'intégrale d'un produit. Ce qui nous donne que l'intégrale de 1 à x de ln de t dt est égale à t ln de t de 1 à x, moins l'intégrale de 1 à x de t fois 1 sur t dt. Or, t fois 1 sur t est égal à 1, et donc lorsqu'on l'intègre entre 1 et x, on obtient x moins 1. Donc finalement, une primitive du logarithme est la fonction qui va de R plus étoile dans R et qui à x associe x ln de x moins x plus 1. Notez qu'en général, lorsqu'on apprend une primitive du logarithme, on se passe du plus 1. Deuxième propriété de l'intégrale, c'est ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. L'intégrale respecte les combinaisons linéaires. Autrement dit, l'intégrale d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des intégrales. Cette propriété, on s'en servira surtout pour le résultat particulier où mu égale 0. Dans ce cas-là, ça revient simplement à dire qu'on peut factoriser des termes qui ne dépendent pas de la variable d'intégration à l'extérieur de notre intégrale. Dans l'exemple qui suit, on utilise la linéarité. La première égalité lors d'un exercice serait donnée, où vous seriez mis sur la piste avec une identification. Une fois qu'on a réécrit les choses comme ça, à l'aide de la linéarité de l'intégrale, on peut dire que c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 2t plus 1, plus 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t plus 1. Il ne nous reste plus alors qu'à finir les calculs en n'oubliant pas les valeurs absolues quand on primitive avec du logarithme. La troisième proposition est la relation de Chasles. C'est une relation qu'on connaît bien, que vous avez vue pour les vecteurs, que vous avez vue pour les sommes et qu'on revoit ici pour les intégrales. Dans cette proposition, a, b et c sont trois réels quelconques qui appartiennent à notre intervalle i. En particulier, il n'y a pas d'ordre supposé sur a, b et c. L'égalité qui est donnée ici se comprend très bien sur un dessin, surtout si on prend a plus petit que c plus petit que b, puisqu'alors on est simplement en train de dire que si on ajoute cet R-ci et cet R-là, on obtient cet R-là. Si a, b et c ne sont plus dans cet ordre-là, le résultat reste valide. Par exemple, dans cette configuration, l'intégrale de a à c, qui est l'air envers comptée positivement, plus l'intégrale de c à b, qui est l'air en jaune comptée cette fois-ci négativement, donne bien l'intégrale de a à b. La relation de Chasles permet en général de découper des intégrales dont l'intégrande est souvent donnée par des formules différentes suivant l'intervalle sur lequel se trouve la variable d'intégration. Typiquement, lorsqu'on intègre valeur absolue, la variable d'intégration ici t, suivant qu'elle soit positive ou négative, va donner des valeurs absolues qui sont plus t ou moins t. On va donc découper ici en introduisant la valeur 0. L'intégrale de moins 3 à 4 de valeur absolue de t dt, et donc l'intégrale de moins 3 jusqu'à 0 de valeur absolue de t dt, plus l'intégrale de 0 à 4 de valeur absolue de t dt. L'intérêt, c'est que sur moins 3, 0, on sait qu'on peut remplacer valeur absolue de t par moins t, et sur 0, 4, on sait qu'on peut remplacer valeur absolue de t par t. On se retrouve donc avec deux intégrales qu'on sait simplement calculer, et on trouve finalement 25 demi. Les deux propositions suivantes vont nous permettre de comprendre comment fonctionnent les intégrales et les inégalités.
Et on essaiera de s'en servir pour étudier la suite d'intégrales qui est donnée ici et qui est définie par tout n dans grand N par in égale l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n sur 1 plus t dt. Ici, on va représenter les différentes fonctions qui sont en jeu. Pour le moment, je représente la fonction qui à x associe x puissance 0 sur 1 plus x. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est l'aire comprise entre la courbe représentative de f et l'axe des abscisses, donc cette aire-là, puis cette aire-ci, puis cette aire-ci, etc., etc. Donc là, en regardant l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses, je suis en train de regarder I4, puis I5, I6. On voit que ces valeurs semblent se rapprocher de 0, et on aimerait démontrer donc que la suite des IN tend vers 0. On va essayer d'établir ce résultat avec un encadrement, et on va avoir d'abord besoin de notre première proposition, qui est la positivité de l'intégrale. La positivité de l'intégrale nous dit que si on intègre une fonction à valeur positive sur un intervalle, alors l'intégrale qu'on obtient est positive. Attention ici, A doit être plus petit que B. On va se servir de ce résultat pour démontrer d'abord que tous nos IN sont positifs. Je fixe donc le N, mon t étant entre 0 et 1, t puissance n est positif, et 1 plus t est positif, le quotient des deux est donc positif, et donc par positivité de l'intégrale, comme cette quantité est positive sur tout l'intervalle 0, 1, mon IN est positif. Et donc pour tout n, IN est positif. Le corollaire de ce résultat est ce qu'on appelle la croissance de l'intégrale. Ici, cette fois-ci, on prend deux fonctions, toujours sur un intervalle AB, dont l'une est à valeur supérieure à l'autre, et alors l'intégrale de la première est plus grande que l'intégrale de la deuxième. Ici, il faut encore avoir une fois de plus A plus petit que B, et concrètement sur une représentation graphique, on est en train de dire que l'aire comprise entre la courbe de f et l'axe des abscisses est supérieure à l'aire comprise entre la courbe de g et l'axe des abscisses. On n'oublie pas que ce qui est sous l'axe des abscisses est compté négativement. Ce corollaire se déduit simplement de notre première proposition en appliquant notre première proposition à la fonction qui à x associe f de x moins g de x, qui par hypothèse est une fonction positive. Ce corollaire tient son nom du fait que l'intégrale respecte les inégalités. On va essayer d'utiliser ce corollaire pour majorer nos IN. On va donc essayer de trouver une fonction dont l'intégrale va être simple à calculer et qui va majorer notre fonction à intégrer. On fixe d'abord n, on prend t entre 0 et 1, et on majore t puissance n sur 1 plus t par t puissance n. L'avantage de ça, c'est que l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n dt, on va savoir la calculer. Le résultat a été établi avec un t fixé quelconque, on peut donc le donner pour tout t. Et en utilisant la croissance de l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n sur 1 plus t dt, autrement dit in, est plus petite que l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n dt. Or cette intégrale-là, on sait la calculer, et on trouve 1 sur n plus 1. Donc in est plus petit que 1 sur n plus 1. Ce résultat étant établi avec un n fixé quelconque, il est vrai pour tout n, et on trouve finalement que pour tout n appartenant à grand N, in est positif et plus petit que 1 sur n plus 1. Et maintenant, avec un théorème d'encadrement, comme 1 sur n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, on peut affirmer que la suite des un est une suite convergente et qu'elle converge vers 0. On a vu dans la positivité de l'intégrale que lorsqu'une fonction était à valeur positive et qu'on l'intégrait entre deux valeurs a et b avec a plus petite que b, on obtenait une intégrale positive. On s'intéresse ici au cas d'égalité et on se demande à quelles conditions est-ce qu'on va obtenir une intégrale qui vaut 0. Eh bien, si la fonction qu'on considère est continue, on peut affirmer que l'intégrale obtenue est 0 si et seulement si la fonction qu'on était en train d'intégrer était la fonction nulle sur cet intervalle. Attention, l'hypothèse de continuité est indispensable. Si on imagine une fonction définie sur un intervalle AB, dont l'image est 0 pour tous les x entre a et b, sauf pour une valeur, alors l'intégrale de cette fonction est encore 0. On finit cette partie sur les inégalités en parlant de l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire, c'est une notion qu'on a déjà vue pour les sommes, qui dit que la valeur absolue d'une somme est plus petite que la somme des valeurs absolues. C'est ce qu'on retrouve ici. La valeur absolue d'une intégrale est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue. Attention, toujours en ayant bien a plus petit que b. Et on rajoute une dernière inégalité qu'on comprendra très bien sur un dessin. Je représente ici la courbe représentative d'une fonction f. En bleu, la courbe représentative de sa valeur absolue. Si on calcule d'abord l'intégrale et qu'on passe ensuite aux valeurs absolues, on va commencer par prendre l'aire rouge, soustraire l'aire bleue sous l'axe des abscisses, ajouter l'aire jaune, puis mettre des valeurs absolues, ce qui sur mon dessin ici n'aurait pas d'effet puisqu'on se rend compte qu'en faisant ça, on a de toute façon quelque chose de positif. En revanche, si on met d'abord les valeurs absolues puis qu'on intègre, on va prendre l'aire en rouge, ajouter l'aire en bleu, puis ajouter l'aire jaune. On voit que dans le premier cas, l'aire bleue et l'aire rouge pouvaient se compenser avant de mettre les valeurs absolues. Dans le deuxième cas, ça ne peut pas arriver. On comprend pourquoi on a cette première inégalité. Quant à la deuxième, je vois que je peux enfermer l'aire que je considère quand je calcule cette intégrale
dans un rectangle vert dont la longueur est b-a et la hauteur la plus grande des valeurs prises par ma fonction en valeur absolue. L'aire de ce rectangle est donc bien b-a fois maximum de valeur absolue de f de t. Dans mon exemple, je m'intéresse à la suite des intégrales de n à n plus 1 de 1 sur ln de t dt pour n appartenant à n étoiles, et je vais montrer que cette suite converge vers 0. Je vais essayer d'utiliser un théorème d'encadrement, mais ici je vais ruser un tout petit peu, et plutôt que d'établir un encadrement, je vais simplement majorer ma quantité en valeur absolue. Je fixe n, je commence par utiliser l'inégalité triangulaire, puis la deuxième inégalité. Je pourrais mettre directement cette deuxième inégalité, j'ai mis celle-ci pour que vous voyez la façon dont on peut l'écrire. n plus 1 moins n vaut 1, et ensuite, pour avoir la plus grande des valeurs ici, ça demanderait une petite étude de fonction que je n'ai pas faite. Pour commencer, les valeurs absolues ici n'ont pas d'utilité, puisque quand t est entre n et n plus 1, avec n plus grand que 1, on est sûr que ln de t est positif, donc 1 sur ln de t est positif. Par ailleurs, la fonction qui a t associe 1 sur ln de t, c'est une fonction qui est décroissante. Sa valeur maximale, elle est donc atteinte en n, d'où ma majoration. Pour tout n appartenant à n étoiles, j'ai donc l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur ln de t dt en valeur absolue, qui est plus petit que 1 sur ln de n. Or, cette quantité tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et comme cette quantité-là est en valeur absolue, je peux considérer qu'elle majore 0. Je peux donc appliquer mon théorème d'encadrement. Théorème d'encadrement qui me permet de conclure que ma suite des intégrales converge bien vers 0. Et c'est tout pour ce résumé.